Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sie. Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish sur RCJ 94.8. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Marthe Desrosières-Brodskis. Flûtiste, clarinettiste, musicienne klezmer, elle joue du klezmer, mais elle le transmet également. Marthe anime le Kinderschule, ou le jardin d'enfants de la Maison de la Culture Yiddish. Elle dirige l'orchestre Klezmer Imlech et elle est à l'initiative du programme Von Dor zu Dor, où des familles passent une semaine musicale et théâtrale dans un château limousin à étudier, jouer et baigner dans le Yiddish. Bonsoir Marthe. Bonsoir Charles, merci beaucoup de votre invitation. Avec grand plaisir. Marthe, je voulais commencer par la transmission justement, qui semble être au cœur de votre activité musicale, yiddishisante, professionnelle et personnelle, n'est-ce pas? Tout à fait, ça me tient vraiment à cœur. Je pense que nous sommes des maillons et nous avons cette responsabilité. Alors, la transmission du yiddish peut prendre beaucoup de formes. Et avec vous, ça se passe surtout par la musique, mais aussi par la transmission familiale, n'est-ce pas? Il s'agit vraiment de faire perdurer cette tradition, cette culture yiddish, l'enseigner aux enfants. Comment est-ce que vous imaginez ce concept de transmission? Je pense que la transmission se passe avant tout en famille, mais c'est pas toujours aussi simple en famille, parce qu'il y a parfois des nœuds dans les familles. Donc, j'ai constaté que quand on rassemble des familles, ça crée une communauté et ça peut apaiser les tensions. Ça apaise les tensions qu'il peut y avoir au sein même des familles. Et du coup, ça favorise énormément la transmission. Du coup, l'idée est venue de se réunir dans un lieu... Donc, ce lieu que je fréquente maintenant et que j'ai trouvé il y a une dizaine d'années, pour que toutes ces familles, ensemble, partagent la culture yiddish avec les différentes générations. Et là, vous parlez du programme de Von Dor zu Dor, n'est-ce pas? Donc, Von Dor zu Dor, ça veut dire de génération en génération. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, peut-être qu'on peut commencer en effet par cette semaine musicale où des familles passent un moment yiddish ensemble. D'où est venue cette idée? Quand est-ce que ça a commencé? Et qu'est-ce qui se passe dans Von Dor zu Dor? Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à organiser des stages sur Paris qui n'étaient pas spécialement avec toutes les générations. C'était des individus isolés qui venaient apprendre la musique klezmer. Et ensuite, j'ai découvert ce lieu et ça m'a fait rêver. Je me suis dit, plutôt que d'être à Paris et chacun rentre chez soi, si on passait vraiment une semaine entière, ça veut dire les petits déjeuners ensemble, les soirées ensemble, une vraie immersion pendant une semaine entière, ça pourrait être formidable. Et ça a pu se concrétiser. Et cette idée de pouvoir être avec les différentes générations, que ça soit un partage, en fait d'accompagner les familles, quelque part les aider, quoi. Du coup, ça s'est concrétisé comme ça. Et ce lieu que vous évoquez, c'est un château. Donc c'est du yiddish dans un château. C'est un château, c'est le château yiddish. Voilà, on l'appelle le château yiddish. C'est un château que j'ai découvert grâce à une amie qui travaillait comme décoratrice, comme costumière sur des spectacles. Et elle a eu l'occasion d'y aller, elle m'a parlé de ce lieu et du coup, ça a pu se concrétiser. Donc, Von Dor zu Dor, cette année, comme vous me l'avez dit, aura 2 sessions au lieu d'1, n'est-ce pas? Parce qu'il y a énormément de demandes pour ce stage. Voilà, ce stage a commencé au château il y a une dizaine d'années. Et le château n'est pas extensible. Il y a 50 places. On ne peut pas pousser les murs. Un tout petit château. C'est un petit château, voilà. Donc, de fil en aiguille, donc on a eu des intervenants très différents d'année en année, parce que les familles reviennent. Donc, le souci, c'était de ne pas faire un copier-coller, de proposer aux familles des thématiques différentes, des intervenants différents.
Les demandes ont commencé à être de plus en plus importantes. Et l'année dernière, par exemple, on avait une grande liste d'attente. Donc l'idée est venue de développer en prolongeant, parce qu'on ne peut pas faire plus de gens. Et les gens du château ont accepté qu'on vienne 2 semaines. Donc on fait 2 sessions, en effet, cette année. Donc je suis très excitée par ça. Et peut-être avant qu'on parle du cœur de ce qui se passe au château et dans ce stage, peut-être qu'on peut savoir un tout petit peu plus sur vous, Marthe. Et comment vous êtes arrivée au Yiddish, comment vous avez trouvé le klezmer, parce que vous êtes musicienne classique de formation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, moi, à la base, je suis flûtiste. J'ai fait un cursus de musique classique. J'ai eu mon prix en flûte traversière. Et j'ai pas été élevée, en fait, du tout dans le yiddish, ni dans le judaïsme, bien qu'ayant une maman juive. Et à l'âge, au début de mon âge adulte, en fait, c'était au moment où j'allais moi-même avoir des enfants, je me suis questionnée sur cette responsabilité, justement, de transmission. Qu'est-ce que je voulais transmettre à mes propres enfants ? Et j'ai commencé à découvrir, par la musique, Joria Feldman. En France, il y avait Denis Cugnot et Nano Pellé, qui faisaient déjà, donc là on est dans les années 90, qui faisaient déjà un petit peu de musique klezmer. Il n'y avait pas grand-chose d'autre en France. Et je suis tombée vraiment amoureuse, quoi. C'était un coup de foudre de cette musique. Et du coup, je me suis mise à la clarinette pour développer cette activité. Et j'ai plongé peu à peu, du coup, au début dans la musique, et puis en plus, après, dans la chanson yiddish, après le yiddish. Et voilà, de fil en aiguille, les choses se sont développées. Et vous avez apporté votre clarinette ici ce soir pour nous donner quelques exemples de ce que c'est que le timbre ou la saveur klezmer. Oui, comme vous m'avez demandé, Char. Exactement. C'était planifié. Et donc, ça m'intéresse de connaître un peu plus sur le monde du klezmer dans les années 90 en France. C'est-à-dire comment ça s'organise, qui est le public qui vient écouter cette musique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus répandu. Les gens connaissent mieux ce genre, et ça attire plus d'audience, mais peut-être qu'à l'époque, c'était moins visible. Non, les gens, on disait, je fais de la musique klezmer, ils disaient, c'est quoi ? Les gens ne connaissaient pas. En fait, le tournant, à mon avis, c'est les concerts de David Krakauer en France, qui ont été vraiment une rencontre avec les musiciens français, et en premier lieu, les clarinettistes. Qui ont eu du coup envie de se mettre au klezmer, des clarinettistes klezmer classiques à la base, en écoutant David Krakauer. Et du coup, de fil en aiguille, il y a de plus en plus de musiciens qui se sont intéressés à cette musique. Et ça s'est développé. Et d'ailleurs, au tout début de l'aventure, donc là, on est au début des années 2000, quand moi j'ai commencé ces stages, David Krakauer était notre parrain. Donc, il est venu plusieurs fois donner des masterclass. Et c'est sûr que c'était très motivant, parce que sa manière de faire des fusions avec les racines de cette musique, la source de cette musique, mais en faisant des rencontres avec le hip-hop, avec le funk et tout ça, ça a vraiment élargi le public. Et du coup, c'était un public d'un seul coup beaucoup plus jeune, de jazzeux, pas seulement de musiciens classiques, pas seulement des nostalgiques et pas seulement des personnes âgées, comme il pouvait y avoir au concert au début de Nano Pellé, où c'était plus un public plus âgé. Donc ça a été vraiment un coup de fouet, quoi, pour ouvrir cette musique aux jeunes générations. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui font cette musique. Oui, il y a, et puis, de ce que j'ai vu, il y a les puristes, et ensuite il y a les gens qui veulent en effet mélanger le style klezmer avec des styles contemporains et créer des fusions, comme vous l'avez dit. Et, donc David Krakauer, il arrive dans le début des années 2000. Et c'était à la Maison de la Culture Yiddish, ou c'était dans quel contexte ? C'était à Paris. La Maison de la Culture Yiddish, à ce moment-là, était Passage Saint-Pierre-Amelot.
mais les locaux étaient un peu trop petits. Du coup, bien qu'il ait fait des masterclass Passage Saint-Pierre-Amelot, mais sinon, on était dans des conservatoires d'arrondissement, dans le conservatoire du 11e, qui nous a prêté ses locaux plusieurs fois, le conservatoire du 19e. Donc ça se passait dans différents conservatoires à Paris. Et c'est à ce moment-là également que vous commencez à travailler avec des enfants, n'est-ce pas, pour enseigner le klezmer ou introduire au klezmer. Oui, dans les stages à Paris, on avait des Klez Kids, des orchestres d'enfants. Maintenant, ce sont tous des jeunes gens. D'ailleurs, certains font de la musique klezmer. Il y a pas mal de gens en fait qui ont commencé le klezmer dans nos stages et qui maintenant sont sur la scène, quoi. Comme Naomi Wasfeld qui a commencé dans nos stages, Alexis Kuhn, Samuel Maquin. Tous ces gens-là ont commencé quand ils avaient 20 ans dans les stages de Paris. Comme quoi, la transmission existe. Ouais, ça fait chaud au cœur. Et peut-être qu'on peut écouter donc un morceau de ces musiciens klezmer qui fleurissent actuellement, Avolech, qui veut dire une valak, ou c'est une danse roumaine, je crois, interprétée par Ieruche avec Eleonor Bizunski. Vous écoutez Yiddishheim sur RCJ 94.8. Je suis là avec Marthe Desrosières-Brodskis. C'était Avolech, interprété par le groupe Ieruche avec Eleonor Bizunski, où on entend beaucoup de clarinette, n'est-ce pas? Et c'est qui joue aux clarinettes, Marthe? C'est Michel Chic. Et vous avez choisi ce morceau parce que? J'ai choisi ce morceau pour plusieurs raisons. Donc Ieruche, ça veut dire héritage, donc on est vraiment dans notre fil rouge. Et ce morceau, je trouve très joyeux. Et en fait, la transmission pour moi, pour les jeunes générations, c'est de transmettre la richesse, le côté joyeux aussi de cette culture, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, on parlait tout à l'heure des difficultés dans les familles, parce qu'il y a eu la Shoah, en fait, qui a créé des traumatismes dans les familles et des grands silences. Et du coup, je trouve que c'est très enrichissant de transmettre autre chose que la Shoah et de transmettre la richesse de la musique, de la littérature, de la poésie, du théâtre et tout ce qu'il y a de tellement avant-gardiste, tellement imaginatif, tellement intelligent, riche, drôle de cette culture aux jeunes générations. Et ils découvriront assez tôt plutôt, lapsus intéressant, notre histoire, quoi. Mais je trouve ça chouette qu'à la base, les enfants, les jeunes et cette connaissance-là de la culture yiddish.
Et pourquoi ce morceau spécifiquement ? Pour deux raisons. Parce qu'il vient du répertoire de Kisselgoff, qui était un violoniste et aussi ethnomusicologue, qui a participé à une expédition au tout début, dans les années 1910, en Galicie, pour en fait ne pas perdre tout ce patrimoine qui était de tradition orale et le transcrire. Et donc tout cet héritage a été écrit par notamment Kisselgoff, et ça va être, peut-être on en parlera après, une des thématiques de notre Fundortsudor de cette année. Et autre raison, Eleanor Bienowski, qui est française et est venue dans mes stages au début, a maintenant une nouvelle vie. Et depuis 7 ans, elle vit à New York et elle est maintenant aussi américaine. Du coup, elle crée un pont, ça, je trouve ça chouette aussi. Et c'est une fidèle, je l'invite assez régulièrement à nos Fundortsudor. Et donc, elle me fait la joie de venir cette année. Donc voilà, c'est parce que c'est une des intervenantes du stage de cette année. Elle vient d'une génération à l'autre. Exactement. Et elle aussi, en fait, ses parents étaient les fondateurs de l'AETSI. Ils se sont même rencontrés, les parents d'Éléonore, dans un cours de yiddish. Donc on est complètement, c'est un vrai fruit de cette histoire, Éléonore, quoi. Et maintenant qu'on a votre clarinette avec nous ce soir, peut-être qu'on peut écouter justement la différence entre une clarinette classique et une clarinette klezmer, si on interprétait ce morceau ou un autre que vous avez en tête, dans les deux styles. Alors si je ne fais que lire les notes qui sont écrites sur une partition, par exemple, un morceau qui s'appelle Von der Ruppe, donc sous la roupa, sous le dé nuptial, ça ferait ça. Et si on rajoute des effets klezmer, je vais essayer. Voilà un petit exemple. Bravo. J'espère qu'on a senti la différence entre les deux. Tout à fait. Et si je comprends bien aussi, ces tri et ces vibratos, c'est pas que des improvisations. C'est-à-dire il y a aussi une espèce de typologie de ces petits ajouts et ces petits ornements. N'est-ce pas? Est-ce que je dis des bêtises? Non, il y a tout un langage avec des ornements, une manière de phraser, une manière d'articuler qui ne s'apprend pas en lisant des partitions, qui s'apprend vraiment par l'immersion, en écoutant beaucoup de musique et en jouant avec d'autres et en partageant, d'où l'intérêt des stages et de la transmission orale et d'avoir des maîtres et de pas seulement lire des livres de partitions. Voilà. Est-ce que dans votre expérience, votre formation et éducation klezmer à vous, est-ce que vous avez constaté de différentes écoles ou est-ce que vous pouvez vous associer à un certain style? Est-ce que ça existe actuellement dans le monde yiddish, klezmer? En fait, la grande tendance, ça vient du revival des Américains, donc dans les années 70-80. Après un grand gap où la musique klezmer était très peu présente, il y a des musiciens qui ont découvert dans les greniers de leurs parents, grands-parents, des vieux vinyles, et ils se sont dit « Ah, mais c'est chouette cette musique, et on va essayer de faire quelque chose ». Et ils ont vraiment travaillé sur le style pour essayer de décortiquer, théoriser. C'est devenu des grands universitaires. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est une musique qui vient d'Europe, mais finalement le revival s'est passé aux États-Unis et c'est ces Américains qui ont après retransmis aux gens en Europe. Et c'est un peu la référence. Et moi, j'essaye de... Enfin, c'est d'eux que j'apprends le plus. Et c'est de ce savoir que je m'inspire pour, à mon tour, transmettre. Et en fait, la plupart des Européens font de cette manière-là, quoi. C'est comme le vin de Bordeaux, qui a été... les vignes
du vin de Bordeaux ont été plantés en Californie à la fin du 19e siècle. Ensuite, quand il y avait la grande épidémie de phylloxéra, après la Première Guerre mondiale, toutes les vignes sont mortes et c'est les Américains qui ont rapporté les vignes françaises en France. Un peu incroyable. Mais vous me faites penser aussi à Zeev Feldman, qui fait partie de cette bande de jeunes Américains dans les années 60-70 et qui théorise beaucoup aussi. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse aussi dans le klezmer, c'est que ce n'est pas seulement un mouvement de musique et d'aller, on joue, on improvise ensemble, mais il y a vraiment une grande théorisation derrière. Zeev Feldman, par exemple, avec ses recherches sur les enregistrements, les très anciens enregistrements qu'il a pu trouver des klezmer, même d'avant la Première Guerre mondiale, qui essaye de, peut-être, si je comprends bien, de lutter un peu contre la broadwayisation de la musique juive aux États-Unis et réintégrer des motifs et des styles, je ne veux pas dire authentiques, mais qui refont le pont avec ce qu'aurait été le klezmer avant l'époque moderne. Oui, et après, ça n'empêche pas d'avancer. Parce qu'en fait, à l'origine de cette musique, on est face à des fusions. Parce que c'est une musique où il y avait... c'est une sorte de rencontre entre les musiques populaires d'Europe de l'Est et les musiques des chassidiques. Donc, il y a un mélange de musiques religieuses, en fait, aussi, des musiques de synagogue et les musiques populaires. Et c'est ça qui caractérise la musique klezmer. Donc, on peut, après, imaginer qu'on continue cette fusion. On est complètement dans la tradition, puisqu'à la base, à la source, on avait déjà des fusions. Mais je trouve ça intéressant pour, de nouveau, réinventer, de savoir d'où on vient, de savoir les racines, de savoir la source de tout ça. Et donc, tous ces ethnomusicologues, ils nous aident énormément, quoi. Parce qu'en même temps, il y a le côté on joue, mais c'est vrai, le côté intellectuel, on théorise tout ça, quoi. Et donc, le côté ethnographique ou ethnomusicographique, vous avez évoqué Kisselgoff et ce travail de rassemblement de niggin, de morceaux, qui maintenant vit une vie assez florissante, n'est-ce pas, après l'informatisation de beaucoup de ces manuscrits. Est-ce que ce programme-là fera partie du stage cette année, n'est-ce pas, de Donc voilà, je suis vraiment très très contente parce que c'est tout récent, parce que c'était pendant la période du Covid. Une femme qui s'appelle Christina Crowder a monté avec le Klezmer Institute, donc à New York, un projet qui s'appelle le KMDMP, ça veut dire Kisselgoff Makonovetsky Digital Manuscript Project. Donc, en fait, il y avait tout un lot de documents, genre 700 ou 800 manuscrits qui étaient pendant un siècle bloqués à la bibliothèque Vernadsky à Kiev. Donc, c'est fort aussi parce qu'on est en Ukraine. Et par un concours de circonstances dont on parlera dans le stage, ces manuscrits ont été de nouveau accessibles, là, il y a 3-4 ans. Et Christina Crowder a profité de cette période de Covid où les gens étaient chez eux pour proposer de constituer une communauté, en fait, de musiciens amateurs, professionnels, de linguistes, d'ethnomusicologues, de digitaliser tous ensemble tous ces manuscrits. Et donc, ça s'est fait. Et donc maintenant, et c'est accessible au grand public, il y a tous ces manuscrits. Donc ça fait de nouveau un champ de nouveaux morceaux en klezmer absolument énorme. Et ce qui est formidable, donc cette année, c'est qu'on a Christina Crowder qui vient au château pour les 2 sessions, la première semaine et la deuxième semaine. Et on va axer notre travail sur un projet de pièce de théâtre musicale autour de toute cette aventure. Voilà. Incroyable. On va écouter un morceau de ce répertoire un tout petit peu plus tard, mais peut-être que maintenant on peut passer par l'un des morceaux qui a été rendu célèbre par ces jeunes Américains des années 60-70 et qui est devenu un peu emblématique du style klezmer actuel.
Il s'agit de Sapotch Keller. Sapotch Keller, exactement. Mes bottines, n'est-ce pas, mes petits sabots, quelque chose comme ça. Joué par Brave Old World avec Michael Alpert. Are kaufen die Saposchkelach in fuhren auf die Droschkelach Abi mit dir Nähen im Zizan Oyechun dir in die und mir Wie a Klamki und a Tir Ketz alle Fähig alle Mavans Tararariam, tararariam, tararam, mayday, ram, dam Tararariam, tararariam, tararam, mayday, dam, dam Ay, tararariam, tararam, mayday, rayrariam Ay, tararariam, tararariam Oy, essen nun a tishale in Schluf mun a kishale Abi mit dir in nayenem Cizan Oy, echun dir in di und mir Is wie a klamki und a tir Ketz alle fähig alle mamban Tararariam, tararariam, tararam, ayday, ram, dam, dam Ay, tarararam, bam, 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 bam Ay, tararariam, tararam, ayday, rayrariam Ay, tararariam, ayrarariam Welt allach und verdienen fremde Geld allach Abi mit dir in nayenem Cizan Oy, echun dir in di mir Wie a klamki und a tir Ketz alle fähig alle mamans Tararariam, tararariam, tararam, ayday, ram, dam, dam Ay, tararariam, tararam, ayday, dam, dam Ay, tararariam, darabababababababab Ay, tarararabababababab Tararariam, tararariam, tararam, ayday, ram, dam Ay, tarab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  Ay, tarababam, tarabam, ayday, darariam Ay, tararariam, tararariam C'était Sapotch Keller de Brave Old World, chanté par Michael Alpert. Vous écoutez Yiddishine sur RCJ 94.8 et Marthe Desrosières-Brodskis. C'était Michael Alpert qui chante, n'est-ce pas? Et il sera là cette année également. J'en reviens pas. Oui. Tellement formidable. Donc Michael Alpert, il était venu en fait une fois quand j'ai organisé les stages à Paris, mais donc ça fait 11 ou 12 ans que je l'ai pas vu. Et à cette époque-là, il me parlait de sa jeunesse quand il faisait de la musique dans la campagne. Et du coup, je me suis dit, il faut l'inviter au château, parce que ce château, il est au milieu de la forêt. Et ça va lui rappeler sa jeunesse, il va être très heureux. Et je lui avais proposé, et puis ça a été annulé à cause du Covid, il y a 2-3 ans. Et du coup, là, je lui ai proposé de nouveau, et il était ravi et disponible. Donc, il va nous faire la joie d'être des nôtres. Donc, c'est un grand honneur et une grande joie parce que là, c'est la crème de la crème, quoi. C'est donc un grand ethnomusicologue, un incroyable violoniste, un incroyable danseur, auteur-compositeur aussi. Il compose des chansons, il parle je ne sais combien de langues. Donc, ça va être vraiment formidable de l'avoir avec nous, quoi.
Peut-être qu'on peut parler un tout petit peu plus maintenant sur ce qui se passe pendant le stage, parce que ça se passe dans le Limousin, au château de Ligourd. Et quelle est l'ouverture que ce programme a aussi avec ses environs? C'est-à-dire, est-ce que vous restez dans le château ou est-ce que parfois vous sortez et vous jouez du klezmer pour les habitants de la région également? Pendant de nombreuses années, on était un peu en huis clos, pour vous dire la vérité. Et puis l'année dernière, pour la première fois, on a ouvert. On a décidé de faire des concerts hors les murs. Donc l'année dernière, la thématique, c'était les contes. Et on avait la merveilleuse Muriel Bloch avec nous. Et on a organisé 2 spectacles-concerts, un dans un musée et un dans une médiathèque dans les environs. Et ça a été formidable parce qu'ils ont vraiment accompagné le projet, les gens du musée et les gens de la médiathèque. Et il y avait une centaine de spectateurs, donc vraiment des gens de la région, des gens qui ne connaissaient pas du tout cette culture et qui étaient ravis et curieux. D'ailleurs, il faut que je les relance là pour leur proposer de participer, parce que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de créer des rencontres. Donc cette année, on va de nouveau organiser des spectacles-concerts à l'extérieur. Donc la première semaine, on va faire un spectacle dans un autre château. On a découvert un autre château qui est d'accord de nous prêter une salle où on va pouvoir faire une grande soirée. Et la deuxième semaine, dans une salle des fêtes d'une mairie d'un village avoisinant. Et du coup, ça va être chouette aussi de pouvoir rencontrer et de créer des ponts. Et qui va faire ces spectacles? Est-ce que ce sera les musiciens professionnels ou les amateurs qui participent au stage ou les deux? Donc cette année, c'est un projet de théâtre musical. On a une metteur en scène qui est une jeune italienne qui s'appelle Myriam Camerini, qui est chanteuse, metteur en scène et aussi étudiante rabbine, figurez-vous. Elle fait une yeshiva à Jérusalem. Et elle va venir pour mettre en scène un spectacle autour de tout ce projet. Donc, on va raconter l'histoire de la réminiscence de tout ce répertoire. Et dans ce spectacle participeront les professionnels et les stagiaires. Donc, ça sera un grand spectacle avec tout le monde. Incroyable. Et, donc, racontez-nous une journée au stage. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe au quotidien? D'accord. Donc, le matin, les activités enfants et parents et adultes sont séparées. Il y a une Kinderschule avec une chorale d'enfants, avec un orchestre d'enfants, des activités manuelles pour les enfants. Et en parallèle, les adultes ont des cours par pupitre, donc les instrumentistes à vent, les instrumentistes à cordes, les chanteurs, et aussi des cours de yiddish, pour ceux qui ne font pas de musique. Ensuite, il y a une chorale d'adultes. Et l'après-midi, c'est plus consacré au projet théâtral. Donc là, intergénérationnel, avec tout le monde, tous ensemble, et aussi un grand orchestre intergénérationnel. Et le soir, on fait des veillées différentes tous les soirs. Veillées films et débats, veillées danse, veillées jeux, veillées berceuses. On termine les soirées avec les enfants qui s'endorment dans les bras des grands-parents en chantant des berceuses. Et voilà. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça en Europe? Parce que d'une telle immersion, je sais qu'il y a Yiddish Weimar, où ils font beaucoup de musique. Et il y a Klez Canada au Canada. Mais est-ce que vous connaissez d'autres projets semblables où c'est un huis clos intense de vie yiddish et musicale comme ça? À ma connaissance, ce qui ressemble le plus, c'est en effet au Canada ou aux États-Unis, où c'est très intergénérationnel, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont plusieurs centaines, je crois. C'est vraiment quelque chose de phénoménal. Donc tout le monde ne se connaît pas, alors que nous, ça reste à taille humaine. Tout le monde connaît tout le monde. Quand on est 50, on se connaît vraiment, quoi. Donc à ma connaissance, oui, on est les seuls à faire ça. C'est vraiment très spécial. Et ça se passe en français et en yiddish, mais est-ce qu'il y a aussi de l'anglais? Ça se passera en français et en anglais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent couramment yiddish. Il y a des cours de yiddish. Le yiddish est présent, mais ce n'est pas yiddish vor. C'est en français et en anglais.
Et du coup, donc, est-ce que c'est plutôt des familles françaises ou est-ce qu'il y a des familles qui viennent d'ailleurs? C'était principalement des familles françaises, mais là, cette année, l'idée, c'est aussi d'ouvrir à l'international, parce qu'on a des intervenants qui viennent un peu de partout. Du coup, ils ont leurs fans, et on espère bien que, du coup, il va y avoir des familles, et que ce soit la tour de Babel, et qu'on entende parler toutes les langues. Et que les enfants aussi se rendent compte d'un pays à l'autre, quoi. Ben, ça doit être bluffant pour les enfants. Je ne peux pas imaginer passer une semaine comme ça. Et j'ai oublié de parler de la cuisine. Parce qu'il y a aussi un atelier cuisine où chacun partage ses recettes préférées de cuisine ashkénaze. Alors, c'est un véritable concours, on mange très 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 bien. Mais est-ce que vous arrivez à trouver du pain noir? Ça, c'est le grand problème. Je l'amène de Paris. Ah, à Paris, vous connaissez où en trouver? Okay. Il faut qu'on parle après l'émission. Ouais. Rue des Rosiers, on trouve ça. Excellent. Et, donc, ce répertoire qu'on a évoqué, le répertoire KMDMP, avec des centaines de nouveaux morceaux klezmer à découvrir, et peut-être qu'on peut en découvrir un actuellement. Il s'agit du Gassennigen, le Nigen, la mélodie de rue, numéro 252 du répertoire, interprété par Jutta Bogen.
Gassenigen, interprété par Jutta Bogen. On est sur Yiddish Heint avec Marthe Desrosières-Brodskis. Marthe nous raconte cette aventure de Fundor Tsundor. Et quand est-ce que ça se passe, le programme? Ça se passe pendant les vacances de Pâques de la zone C, c'est-à-dire la semaine du 23 avril 2023 et la deuxième session la semaine du 1er mai 2023. Excellent, un programme très très chargé, comme on a pu comprendre. Est-ce que vous voyez dans ce projet un projet qui englobe toute votre activité dans le monde yiddish et klezmer? C'est-à-dire, ça me semble que ça contient tellement d'éléments différents pour créer un vrai corps, presque un golem du yiddish qui est à votre image. Wow, je suis touchée par ce que vous me dites là. J'avais jamais pensé ça dans ces termes-là, mais ça me fait chaud au cœur. Oui, c'est vrai, quoi. Parce qu'il y a la musique, il y a les enfants, il y a le yiddish, il y a tout ça, oui, tout à fait. Et puis il y a se couper de Paris un peu, et du mauvais air de Paris, et d'être dans la campagne. Oui, complètement. Oui. C'est vrai que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Donc Fundor Tsundor, ça sera du 23 au 29 avril, première session. La seconde session aura lieu du 1er jusqu'au 7 mai 2023. Est-ce que les inscriptions sont déjà ouvertes? Elles seront ouvertes dans quelques jours. Dans quelques jours. Incessamment. Il faut aller sur le site de la Maison de la Culture Yiddish. Et là, on est en train de finaliser quelques petits détails. L'équipe est encore en cours de constitution. On attend quelques petites réponses. Mais incessamment sous peu, vous pourrez vous inscrire. Et comme je disais, comme le château n'est pas extensible, il ne faut pas tarder si ça vous intéresse. Donc, inscription plus ou moins à partir du 15 janvier pour le programme, pour le stage. Et quelques autres annonces de la Maison de la Culture Yiddish. Le 21 janvier, à la Maison de la Culture Yiddish, en présentiel, on fêtera la nuit de la lecture autour du thème de la peur cette année. Et nous, on a choisi en particulier les sheidim, ou les démons dans la littérature yiddish. Il y aura des lectures à l'intérieur, à l'extérieur dans la rue. Il y aura quelques activités pour les enfants. Notamment, on va construire des démons à nous. Et ensuite, il y a aussi le 28 janvier, à la Maison de la Culture Yiddish, la reprise du cabaret Gebirtig. C'est un spectacle de cabaret autour de la vie et de l'œuvre de Mordechai Gebirtig, avec entre autres la participation de Talila et le chœur d'hommes mené par Martin Cruchaudet, organisé par Gilles Rosier, notre ami et collègue. Et Marthe Desrosières-Brodskis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité, Shahar. Et puis, je voulais aussi dire un grand merci à la Maison de la Culture Yiddish, de me faire confiance et de m'accompagner, parce qu'il faut un cadre pour mener à bout et à bien ce projet. C'est quand même une lourde entreprise. Et de me faire confiance depuis toutes ces années. Et c'est clair que je ne pourrais pas faire ça sans le soutien de la Maison de la Culture Yiddish. Donc, un grand merci. Et je vous souhaite, Marthe, beaucoup de réussite pour beaucoup de générations avec Fundor Tsundor. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. Vous avez écouté Yiddish Heint, j'étais Shahar Feinberg et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Mädel nehmen a Bocher en tanz mit ihm. Nu lo mir alle tanzen, ich stell du Hopkille. Ja, Freila Hopkille. Du, ich hör Hop, 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 Hop. Das ganze Leben hat der Welt nie Hopkille.